dans l'Institut Métapsychique International. Je suis le président de cet institut. Je m'appelle Mario Varoglis. Et la fondation, donc c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui existe depuis 1919 et qui est consacrée à l'étude de phénomènes parapsychologiques ou psy, ce qu'on appelle. Donc de phénomènes comme la télépathie, la clairvoyance, la précognition ou la psychokinèse. Il y a des psychiatres, médecins, il y a des ingénieurs et informaticiens. Et moi je suis dans les sciences cognitives, des psychanalystes. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire qui a exprimé depuis longtemps un intérêt, qui sont intéressés par ces questions autour de qu'est-ce que c'est la parapsychologie et comment on peut l'étudier scientifiquement. Alors ici, c'est quelle salle ? Donc là, on est dans la salle principale de l'Institut, qui est la bibliothèque. En fait, c'est le lieu d'accueil aussi de toutes les personnes qui viennent visiter, étudier, participer à des expériences. Donc essentiellement, on a la plus importante collection de livres et de journaux dans ces domaines, dans le domaine de parapsychologie en France. Et donc il y a pas mal d'étudiants, de chercheurs qui vont venir ici consulter la bibliothèque. Mis à part ça, bien sûr, on a des expériences qu'on est en train de monter. Et donc il y a des participants qui vont venir participer à ces expériences autour de la télépathie, par exemple. Donc là, c'est le lieu d'accueil, on peut dire, mis à part le fait qu'il y a tous les livres et tous les journaux dans cette salle. Donc là, on a une collection importante de journaux scientifiques autour de la parapsychologie ou de la métapsychique, incluant par exemple la revue métapsychique, qui est la revue de l'Institut Métapsychique, qui a commencé en 1919 et qui était publiée jusqu'à 1981. Et mis à part ça, bien sûr, il y a les revues anglo-saxons, américains, donc anglais, allemand, russe, espagnol, italien, portugais. Il y a une collection assez importante de tous les journaux, en commençant en gros du début du XXe siècle, à peu près. La revue métapsychique, donc pendant ses 60 ans à peu près de sa publication, présentait les travaux et de l'Institut métapsychique et bien sûr faisait les liens avec tous les travaux qui étaient faits pendant cette époque à l'étranger. Donc, en Allemagne, surtout en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis et en Italie. C'était on peut dire, et peut-être aussi en Pays-Bas. Donc les pays de l'Europe et les États-Unis étaient, on peut dire, les plus actifs en métapsychique pendant cette période-là. Ce que l'Institut métapsychique a cherché à établir, c'était des approches expérimentales, des protocoles, on peut dire, qui établissent de manière solide, avec rigueur, certains phénomènes. Donc on était assez connu, par exemple, pour les travaux qu'on a fait avec des médiums comme Schneider, Rudi Schneider, sur la macro-psychokinèse, sur l'influence de l'esprit, on peut dire, de l'influence du cerveau sur la matière à distance. Aussi, également, on est connu pour les travaux de René Varcollier, qui est un scientifique qui, tout au long il était là jusqu'à sa mort, son décès en 1960, et qui a fait pas mal de recherches sur la télépathie, des recherches qui étaient ensuite reprises par les programmes américains Stargate sous forme d'espionnage psychique. Ils se sont basés beaucoup sur les travaux de Varcollier des années 60, jusqu'à les années 60, pour bâtir une approche pratique, on peut dire, et appliquée de phénomènes parapsychologiques. Alors là, c'est les points du secrétaire, on peut dire, Laurent, qui
s'occupe bien de notre institut. Et il a derrière lui, plusieurs personnalités importantes qui ont passé par l'Institut, comme le philosophe Gabriel Marcel, Henri Bergson, bien connu bien sûr, René Varcoyer, dont je parlais tout à l'heure, Rémi Chauvin, qui est toujours avec nous et qui est le président d'honneur de l'Institut métapsychique. Donc, il a Eugène Osty, qui était un des présidents de l'Institut, et Camille Flammarion, qui était très impliqué aussi dans la recherche sur ces phénomènes, et finalement Charles Richet, comme je disais, qui était une personnalité marquante, c'était prix Nobel médecine, et qui était on peut dire, des précurseurs de recherche moderne en parapsychologie. Aujourd'hui, on a en fait 3 axes principaux. Le premier axe qui est historiquement la priorité de l'Institut, c'est d'établir des axes de recherche, en fait, d'établir une investigation sur ces questions qui est une approche expérimentale de rigueur et qui arrive non seulement à établir quels phénomènes sont de vrais phénomènes et quels il faut rejeter, mais aussi d'essayer de comprendre un petit peu les dynamiques et les lois sous-jacentes ces phénomènes, comme la télépathie, comme la prémonition. Ça, c'est un axe. Le deuxième axe, c'est l'axe de soutien des chercheurs, donc, c'est-à-dire avec la bibliothèque, avec la création d'un groupe d'étudiants Polimi, c'est-à-dire les étudiants en France, universitaires, doctorants et ainsi de suite, n'ont pas un contexte, un cadre favorable à la discussion, au dialogue même autour de ces phénomènes. Donc, en quelque sorte, on agit à la place des universités, parce que, comme je disais, il n'y a pas de programme en parapsychologie en France. Donc, quelque part, on est un centre d'éducation, de formation d'étudiants qui s'intéressent d'une manière ou d'une autre sur les questions autour de la métapsychique. Et la troisième responsabilité, le troisième axe de l'Institut, c'est en tant que fondation reconnue d'utilité publique, on a aussi une fonction d'éducation du public général, une fonction de rapport avec les médias et avec les instances publiques pour tout simplement donner une information fiable sur ces questions, sur les questions dites paranormales, pour qu'on puisse éviter et les dérives de sectes, ainsi de suite, qui cherchent à exploiter quelque part ces domaines, et les dérives du rationalisme braqué et, comment dire, complètement rigide par rapport à ces questions. Donc, on cherche à avoir une voie du milieu qui respecte la possibilité de l'existence de phénomènes, mais sans tout de suite rentrer dans des croyances et dans des approches qui n'ont pas de substance scientifique. On ne cherche pas trop la visibilité, on le fait progressivement, parce qu'il y a aussi des ressources relativement qui ne sont pas des ressources infinies, donc on n'est pas 300 personnes ici pour pouvoir gérer une foule de questions et de publics et de médias. Mais progressivement, oui, au fur et à mesure que l'Institut devient à nouveau connu, bien sûr, il y a de plus en plus sollicitations de la part des médias et de la part des chercheurs qui appellent donc, ou qui envoient des mails ou nous contactent d'une manière ou d'une autre pour savoir quels sont les travaux qui sont faits, quelles sont les recherches les plus importantes au niveau mondial aujourd'hui. Donc on a un site qui est assez important et consulté régulièrement. Donc voilà, on a notre ouverture vers le monde qui est modeste mais qui est de plus en plus importante. Mis à part cette salle, bien sûr, il y a les salles d'expérimentation qui sont en bas. Donc là, on est dans la pièce de l'expérimentateur, c'est-à-dire c'est une des pièces dans laquelle un chercheur va se situer pour gérer une expérience qui sera faite. Certaines expériences sont des expériences qui sont montées sur l'ordinateur
et d'autres qui sont dans une pièce à part, qui est la pièce du sujet du participant.